Salut à tous, je suis Skullkid et bienvenue dans cette première chronique tropique. Une petite émission où nous allons revenir sur les éléments qui reviennent de manière fréquente et évolutive dans nos récits. Sachez que l'émission a failli s'appeler Sous le soleil des tropes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de Bob Lennon dans Aventure ? Dans cet actual play, le célèbre streamer y jouait un personnage homonyme qui était un pyromancien, un mage dont les pouvoirs tournaient autour du feu. Il pouvait tirer des rayons de feu, était insensible aux brûlures, pouvait se téléporter dans le feu, etc. Dans la 4ème saison, où on revient un peu sur ses origines, on découvre qu'il existe dans ce monde 17 écoles de magie, dont 4, je vous le donne en 1000, dédiées aux 4 éléments que sont l'eau, le feu, la terre et l'air, auxquels on rajoute la foudre. Ça soulève pléthore de questions. Qui peut devenir nécromancien ? Est-ce que ça a un pouvoir inné ou est-ce que ça s'apprend ? Sous quelles conditions ? Et est-ce qu'ils sont nombreux ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Est-ce qu'ils sont régulés ? Genre c'est super angoissant de savoir que tous les gens qui croisent dans la rue, il y a une chance non nulle pour qu'il y en ait qui puissent balancer des boules de feu à volonté. Pourquoi ils sont pas au service de la communauté d'ailleurs ? Pourquoi prends-je cet exemple pas très connu, et dont vous pourrez dire sûrement qu'on s'en fout un peu ? C'est que dans cet univers, dans l'univers d'Aventure, il y a des magies liées aux éléments, mais il y a aussi des églises liées à ces mêmes éléments, et ça je trouve ça super bizarre. Genre à quel moment tu te dis « Wow, j'adore la flotte, je vais rejoindre la religion de l'eau ». J'adore l'eau. Ces éléments sont partie intégrante de l'imaginaire, notamment dans la fantasy où c'est devenu un cliché. On compte plus les univers avec écoles de magie, religion, entités politiques, ou même des êtres vivants qui sont divisés en 4 à la manière de ces éléments. Et ça me fait poser la question, mais d'où ça vient qu'il y a 4 éléments ? En fait, ça vient de l'époque où on savait pas grand-chose sur le plan des sciences du vivant, et où du coup on se posait plein de questions. Et il y avait des gars, ils avaient des hypothèses. On appelait ça des philosophes. Et c'était l'époque dite des philosophes présocratiques. Pour faire simple, il s'agit de Grecs de l'Antiquité datant d'avant qu'un dénommé Socrate ne vienne mettre un coup de pied dans la fourmilière en introduisant une méthode basée sur la dialectique qui fera de la philosophie une discipline propre, pas vraiment scientifique mais pas vraiment artistique non plus. Ouais, y'a Emma qui est posé là-bas, là. On va aller lui casser les couilles, tu connais. Donc avant lui, on dit qu'il y avait des présocratiques, et eux leur truc c'était plutôt de trouver ce qui faisait la vie, l'univers et le reste. Alors parfois ils avaient de bonnes intuitions, comme Leucippe, qui imagine les atomes et le vide, parfois c'est un peu plus abscon, mais surtout il y a un dénommé Empédocle, qui parle du principe que toute matière est composée de plus ou moins de ces 4 éléments. Aujourd'hui, on sait que c'est au mieux approximatif, puisqu'on connaît 118 éléments différents qui constituent la matière, dont certaines ont été créées par l'activité humaine, mais c'était il y a plus de 2500 ans. On connaissait pas par exemple le tantal, qui est l'élément numéro 73 du tableau de Mendeleïev, comme chacun sait. L'idée de 4 éléments constituant l'entièreté de la matière est une idée fausse, mais que je qualifierais de poétique, d'autant plus qu'ils ont chacun des spécificités facilement reconnaissables et qui les distinguent. Si mon magicien est capable uniquement de manipuler le tantal et le polonium, ça va demander un peu plus d'exposition, puis c'est moins pratique et visuel. Encore que un mage du nucléaire, ça a de la gueule. Ainsi, la théorie des 4 éléments d'Empédocle sera reprise par Aristote, et puis bien des siècles plus tard, au Moyen-Âge, par la théorie alchimiste. Aujourd'hui, si une théorie utilise les 4 éléments, il y a fort à parier pour qu'elle relève de la pseudoscience. Par exemple, dans l'astrologie et les horoscopes, il y a 3 signes de chaque élément, chacun ayant supposément un lien avec le tempérament. Par exemple, si vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau, vous êtes un signe d'air, et donc vous êtes censé avoir un tempérament aérien, quand on dit « il est dans les nuages ». Les gens qui ont un signe de feu sont plus facilement énervés, j'imagine. Ça n'a aucun fondement dans la réalité, mais on a envie d'y croire, parce que l'idée est belle. Non seulement la notion est poétique, mais elle est pratique en termes de narratif, parce qu'elle crée du gameplay. Bah oui, si Bob peut tirer du feu, c'est parce que ça permet une mécanique de combat à distance, et aussi de tuer des trucs et de brûler des tavernes, et ça peut résoudre bien des problèmes. Et après, c'est les nains qui ont des réputations de bastonneurs bas du front. Les éléments permettent de la variation, et aussi un jeu sur les forces et les faiblesses des personnages et des factions. On pense évidemment à Pokémon, dans lequel chacune de ces créatures possède un ou deux types, comme par exemple totalement au hasard feu, eau ou sol, et chacune de ces créatures est sensible ou résistante à certains types d'attaques. C'est tellement pratique que c'est devenu un réflexe de mettre dans un jeu un système de dégâts élémentaires dès qu'il y a des combats tactiques. Et puis ça permet de caractériser les personnages. Par exemple, dans le manga Demon Slayer, il y a ce personnage qui est le pilier de la roche. Et comme vous pouvez le constater, il est stoïque, résistant, comme un rocher, s'habille en vert et en marron. Si Demon Slayer existait au temps du Club Dorothée, ce personnage aurait sûrement été renommé, genre « Bonjour, je suis Pierre Lamas ». On note quand même que, quelque chose d'important, les éléments sont neutres d'un point de vue moral. Ils correspondent à une sorte d'énergie primordiale qui est un outil qui peut être utilisé à des fins positives comme négatives. En fait, ils représentent un équilibre plus ou moins stable qui fait tenir le monde en place et qu'il ne faut pas déroger. Dans certains cas, l'un d'entre eux essaye de prendre le pouvoir sur les autres. Le feu. À chaque fois, c'est le feu les méchants. Les feuchistes.
Dans ce cas, il ne faut pas chercher à détruire cet élément, mais à le faire de nouveau entrer dans l'harmonie cosmique de la balance équilibrée des 4 éléments du cosmos. Au contraire, il est régulièrement d'usage d'ajouter à ces 4 forces neutres une force positive et une négative, la vie et la mort, le yin et le yang, le côté lumineux et obscur de la force, et elles aussi s'équilibrent dans la balance cosmique, mais pour le coup, il y a un côté duquel il vaut mieux se mettre. Pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh par exemple, il y a 6 éléments pour chaque monstre, eau, feu, terre, air, mais aussi lumière et ténèbres. Et même pour le fondateur de la théorie des 4 éléments, qui s'appelle comment ? Pour voir si vous suivez. Écrivez-le sur un bout de papier ou en commentaire, je sais pas, mais dites-moi que vous avez retenu son nom depuis les dernières minutes. Bien. Selon Empédocle, donc, en plus des 4 éléments, il y a une force qui les rassemble et une qui les oppose, qu'il appelle amitié et haine. Souvent, dans les univers de fantasy, il y a en plus des mages des éléments, qui eux sont libres de leur alignement moral, des mages thaumaturges et autres clercs qui peuvent soigner, bénir et faire des miracles, et au contraire des obscurs cultistes qui jouent avec des forces interdites et qui manipulent des machins desquels nul ne doit manipuler. C'est une vision différente, et notamment dans la manière de la gérer en gameplay, puisqu'a priori on joue soit un camp, soit l'autre, puisqu'ils s'opposent. Dans certaines recherches scientifiques de la fin du Moyen-Âge, on parlait d'un 5e élément, ou quinte essence, plus souvent appelé l'éther, qui serait un élément qui relie les 4 premiers éléments entre eux, et qui constituerait l'espace. Aujourd'hui on sait que c'est faux, que l'espace est constitué littéralement de rien du tout, mais on se débarrasse pas d'un imaginaire comme ça. On peut aussi se dire que le 5e élément c'est Mila Jovovich. Allez hop. Tout ceci crée un gigantesque équilibre, et le meilleur exemple de cela, c'est Donjons et Dragons. Allez hop, encore un point JDR. Le premier des jeux de rôle et héritier direct de Tolkien ne possède officiellement pas d'univers prédéfini, mais en général, quand on dit l'univers de Donjons et Dragons, on pense à ce décor spécifique que sont les Royaumes oubliés, ou Forgotten Realms. Les Royaumes oubliés sont en quelque sorte un multivers, pas dans le sens avec lequel on nous bassine dans la pop culture d'aujourd'hui, mais dans le sens où sa diégèse est constituée de plusieurs plans astraux qui organisent tout le bousin. Ainsi, il y a un monde physique au milieu, là où se passe la plupart des aventures, et il possède 2 jumeaux, la Féerie, ou Feywild, domaine de la vie, et la Gisombre, ou Shadowfell, domaine de la mort. Alors autour des plans jumeaux, il y a le plan éthéré qui fait tenir tout ensemble, et autour du plan éthéré, il y a les 4 plans élémentaires dont on peut comprendre que le monde physique résulte de l'harmonie entre eux. Autour de ces 4 plans élémentaires, bien ordonnés, il y a le chaos, avec une majuscule, dans lequel les 4 éléments se rentrent dedans dans le choc continu. En gros, ce qu'on comprend, c'est que le monde entier avant n'était que du chaos, avant que les dieux ou autres entités ne viennent ordonner tout ça, un peu comme dans notre univers à nous. Entre le Big Bang et l'apparition de la vie, ça doit être un sacré bordel. Ça, c'était les plans intérieurs, et c'est pas fini, puisque tout autour se trouve pléthore de mondes liés, eux, à une morale, avec en haut des plans du bien, en bas les plans du mal, sur le côté les plans de la loi, et de l'autre côté les plans du chaos. Chaos dans le sens alignement moral, pas dans le sens bordel élémentaire. Avec toutes les nuances entre eux. Il y en a en tout 16 qui prennent leur inspiration dans tout un tas de mythologies du monde réel. Bien sûr, on peut imaginer et ajouter des éléments à loisir. Par exemple, dans les œuvres japonaises, il est souvent de coutume d'ajouter la foudre, comme dans Naruto, ou dans Demon Slayer. Dans la tradition chinoise, les 5 éléments sont l'eau, le feu, la terre, le bois et le métal. Dans la diégèse du jeu de cartes Magic the Gathering et tous ses produits dérivés, le multivers est régi par le mana qui prend 5 formes, bleu, rouge, vert, noir et blanc. C'est comme souvent un sujet lié au gameplay qui a été ajouté par souci de cohérence dans la narration du jeu. Dans l'univers de The Legend of Zelda, alors les éléments sont souvent évoqués, mais c'est plus pour le côté symbolique. Dans Ocarina of Time par exemple, il est demandé aux joueurs de parcourir les temples de la forêt, du feu, de l'eau, de l'ombre et de l'esprit afin de combattre le grand méchant à la fin. Mais en fait, ce sont des étapes narratives dans le parcours initiatique du héros Link. De même, plus récemment, dans Breath of the Wild, le principe est de parcourir le monde pour rencontrer les 4 peuples. Et je vous le donne en mille, les auras sont des créatures aquatiques, les Gorons vivent dans un volcan, donc le feu, les Gerudo dans un désert, donc la terre, et les Piafs, c'est littéralement des Piafs. Et dans tout ça, Link va devoir rétablir l'harmonie en ralliant les 4 peuples entre eux. Le tout avec en toile de fond le conflit cosmique entre la déesse, force positive, et Ganon, l'incarnation du vide. Comme toute trope solidement installée, les 4 éléments constituent une base à partir de laquelle on peut facilement développer un univers. Et là vous l'attendez, c'est le moment où on parle d'Avatar. Allez hop, check. Je parle de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, pas des films de James Cameron, même si a priori sa pentalogie parlera aussi d'éléments. Le postulat d'Avatar est qu'on est dans un monde dans lequel la population est divisée en 4 groupes héréditaires, possédant chacun le talent de maîtriser un des éléments. Donc ça c'est la base, et à partir de cette simplicité, les créateurs de l'univers, Di Martino et Konietzko, ont pu laisser libre cours à leur imagination. Par exemple, s'il y a des gens qui peuvent maîtriser le vent, il est logique que ce soit des nomades, et on peut imaginer qu'ils sont dans des temples en hauteur et qui côtoient des animaux volants.
Le peuple de l'eau n'est pas homogène, il est reparti dans les pôles de cette planète. Ils vivent évidemment de pêche, mais on découvre plus tard un peuple dans les marais. Et puis si des gens maîtrisent le feu, alors les plus balèzes d'entre eux pourraient être capables de manipuler la foudre, puisque c'est principalement constitué de feu. Pareil pour l'eau et le sang. Je vous renvoie au travail de la chaîne Le Forge Monde, qui dans sa vidéo couvre le sujet avec une plus grande exhaustivité que je ne pourrais le faire. Bien évidemment, les systèmes de séparation élémentaire sont loin d'être obligatoires, même dans la fantasy. Des univers extrêmement connus s'en passent très bien, ni plus ni moins que Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer ou Harry Potter. Mais c'est un outil extrêmement pratique pour la construction d'univers, à condition d'être utilisé avec parcimonie et intelligence. On pourrait aller plus loin et parler des systèmes de magie avec par exemple les lois de Sanderson, mais ce sera l'occasion de faire ça dans une prochaine chronique tropique. D'ici là, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, même si ça vous a plu. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus.